Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue au CUM et je souhaite la bienvenue à notre invité Éric Branca qui vient de publier un livre absolument remarquable sur les relations troubles et dangereuses entre le Troisième Reich et l'Angleterre. Ce livre est une somme d'informations. C'est un livre qui fera très très rapidement référence. C'est la première fois qu'un tel travail est effectué, avec évidemment le sens de la synthèse et le sens du récit d'Éric Branca qui nous a déjà livré d'autres ouvrages tout aussi passionnants. Et celui-là donc éclaire sur un aspect peut-être un peu moins connu de la montée du Troisième Reich et de la guerre. Et donc, c'est autour de ce livre, L'Aigle et le Léopard, que vous pourrez bien sûr vous procurer à la fin de cette rencontre, que cette conférence va s'articuler. Au nom de Christian Estrosi, le maire de Nice, je vous remercie d'être là. Je remercie Éric Branca et je vous souhaite une très bonne conférence. Karine a tout dit, c'est un aspect effectivement peu connu et cependant très important et je dirais même encore plus important que ce que vous pouvez imaginer, notamment en tant que Français. C'est un aspect qui est vraiment très peu connu et qui aurait pu changer la face de la Seconde Guerre mondiale. Vous connaissez tous, parce que les séries télé ont été prodigues sur cette affaire, celle d'Edward VIII et de Wallis Simpson. Edward VIII et Wallis Simpson qui n'ont pas de meilleure idée que d'aller passer leur voyage de noces dans l'Allemagne d'Hitler. C'est vrai que ça a été spectaculaire, que ça a beaucoup marqué l'opinion de l'époque, car enfin un roi qui abdique pour pouvoir se marier avec la femme qu'il aime et qui, comme lieu de voyage de noces, choisit l'Allemagne hitlérienne, c'est assez peu commun. Dans tous les documentaires sur l'avant-guerre, vous voyez ces images absolument étonnantes de l'ex-roi accueilli à la gare de Berlin, puis à Berchtesgaden, dans les Alpes bavaroises où Hitler avait son chalet, sous les drapeaux anglais et nazis mêlés au cri de Heil Hitler, Heil Edward, Heil Wallis. C'est tout à fait étonnant et on a eu raison d'être marqué par ça. Et donc nous allons évidemment en parler et j'en parle dans mon livre, mais la vérité est que cette affaire n'est en fait qu'une face émergée d'un iceberg beaucoup plus profond et qui aurait pu avoir des conséquences infiniment graves, filons la métaphore, si la France était rentrée dedans comme le Titanic. Car on reste, quant au rapport franco-anglais, sur l'image de l'entente cordiale. Entente cordiale qui s'était affirmée avant la guerre de 1914-1918, qui s'était forgée dans les tranchées de Picardie et de la Somme, bien sûr. Entente cordiale qui avait quand même eu quelques anicroches, dont l'une d'elles s'appelait Fashoda, c'était tout de même pas rien. Bon, les Français et Anglais avaient failli en venir aux mains en Afrique. Mais enfin, on restait sur cette question. Or, et c'est d'ailleurs ainsi que j'ai eu l'idée de ce livre, qui n'avait jamais été fait avant, en consultant les archives britanniques pour d'autres ouvrages, et notamment pour l'un d'eux dont je crois être venu parler ici sur les entretiens qu'Hitler avait donnés à la presse entre les deux guerres, en travaillant sur les archives britanniques qui sont extrêmement bien faites et dont beaucoup de pièces aujourd'hui sont déclassifiées, on s'aperçoit que le Troisième Reich et l'Angleterre ont eu des rapports excellents dès 1933 et que la République de Weimar, qui a précédé le Reich, et la démocratie britannique avaient également de très bons rapports dès 1918-1919. Il faut donc remonter, pour comprendre les choses, au traité de Versailles et à ce qui s'est passé immédiatement après. Vous avez sûrement vu, et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir ou de l'acheter en DVD, un formidable film qui s'appelle Les Heures sombres et qui raconte la difficulté qu'a eu Churchill quand il prend le pouvoir le 10 mai
1940, 10 mai 1940, c'est le jour même où les Allemands envahissent la France, la difficulté qu'il a eue d'imposer la ligne qui a été la sienne, car il était entouré d'un gouvernement qui voulait faire la paix avec Hitler. C'est un film magnifiquement bien joué, avec un acteur qui s'appelle Gary Oldman, qui est le sosie de Churchill, avec un scénario qui est meilleur encore parce qu'il est fondé sur les procès-verbaux du Conseil des ministres britannique. Donc, même si les choses sont un peu ramassées chronologiquement, elles sont d'une grande justesse et d'une grande sûreté. Mais c'est un film auquel je suis obligé de dire qu'on ne comprend rien si on n'a pas en tête ce qui s'est passé depuis 20 ans. Car comment Churchill aurait-il été tellement en difficulté face à des gens qui voulaient à tout prix faire la paix avec Hitler, alors que le principal allié de la Grande-Bretagne, qui s'appelait la France, était par terre? C'est assez incompréhensible. Et donc, très modestement, mon livre est un peu le background de ce film et qui explique comment les choses se sont passées. Parce que tout s'est vraiment décidé sur le fil. Je terminerai là-dessus tout à l'heure. Quand le traité de Versailles est négocié, ou plutôt imposé, du côté allié, il est imposé aux Allemands, puisqu'ils sont vaincus, c'est la moindre des choses qu'on leur impose, on ne négocie pas avec eux, mais on le négocie entre alliés, c'est-à-dire que les Français, les Britanniques, les Italiens, qui ont changé de camp au milieu de la guerre, et les Américains négocient ensemble pour savoir ce qu'ils peuvent réclamer à l'Allemagne. Et la France, évidemment, ce qu'elle veut avant tout, c'est se faire à tout le moins, puisqu'on ne peut pas lui rendre ses morts, rembourser des frais monstrueux occasionnés par la guerre et des destructions imposées pendant 4 ans par les Allemands sur le sol français. Et bizarrement, quand d'abord Clémenceau puis Poincaré négocie avec les Alliés, on lui dit oui, pas de problème, vous demandez absolument ce que vous voulez. Alors évidemment, les Français demandent beaucoup. Ils demandent des milliards et des milliards de francs or. Et les Alliés ne disent rien. Et puis, au moment où le traité va être signé, brusquement, le président Wilson arrive en France et on dit, vous allez visiter les champs de bataille de l'Est et du Nord. Vous allez voir un peu les destructions. Vous allez voir que ce qu'on demande, c'est pas n'importe quoi. Il y a des raisons à cela. Il refuse de visiter les champs de bataille. Quelques mois plus tard, le Congrès américain ne ratifie pas le Congrès de Versailles. Et 6 mois plus tard encore, Lloyd George, Premier ministre britannique, dit si les Américains ne ratifient pas, nous on va ratifier, mais on ne va pas garantir la rive gauche du Rhin. Car au-delà des réparations, qu'était la principale clause du traité de Versailles, c'était l'occupation et la démilitarisation de la rive gauche du Rhin, en gros de toute la Sarre et de la Rhénanie, qui devait être une zone tampon pour empêcher les Allemands de recommencer à nous tomber dessus à la prochaine occasion. Et les Anglais refusent de garantir la rive gauche du Rhin. Et donc, nous sommes seuls face à l'Allemagne. Alors, nous sommes seuls face à un pays qui est par terre, qui est vaincu. Sans doute, les réparations sont-elles excessives. Keynes, le grand économiste anglais, a parlé même à ce propos de paix carthaginoise. C'est un peu exagéré, mais c'est vrai qu'on allait très loin. On aurait pu négocier avec les Allemands une remise des réparations, je dirais, proportionnelle à leur capacité contributive. Mais pas du tout. Ce que vont faire les anglo-saxons dès 1921-1922, après les premières grandes conférences qui suivent le traité de Versailles et qui réorganisent un peu les rapports de l'Europe d'après-guerre, c'est pousser les Allemands à ne plus rien rembourser. Et que va faire Poincaré, qui est président du Conseil? Il va occuper la Ruhr en 1923 pour se payer. Alors on va démonter les usines, on va se payer en nature, puisqu'ils ne payent pas en argent, donc on va se payer en nature. On démonte des usines allemandes, etc. Et non seulement les Britanniques et les Américains ne nous soutiennent pas, mais ils vont spiler, comme on dit,
un langage financier, ils vont jouer contre le franc, ils vont mener une offensive contre le franc pour nous obliger à quitter la Ruhr en 1924. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que, dans le camp de ceux qui ont gagné la guerre, les principaux partenaires de la France ont la poignardée dans le dos, car c'est vraiment ça qui se passe à ce moment-là. Alors, il y a une raison, il y a deux raisons. Il y a une raison purement anglaise, et il y a une raison, je dirais, globalement anglo-saxonne, qui est une raison économique et financière. La raison purement anglaise, c'est qu'il ne vous a pas échappé que les Anglais, depuis qu'ils sont une grande puissance, pratiquent ce qu'on appelle la balance of power, c'est-à-dire l'équilibre des pouvoirs, l'équilibre des forces, l'équilibre des forces. Et que s'ils ont soutenu la Prusse puis la Russie contre Napoléon, c'était pour éviter que la France soit la puissance continentale majeure au XIXe siècle. S'ils ont soutenu la France contre la Prusse, puis contre l'Empire allemand de Guillaume II, c'était évidemment pour éviter que l'Empire allemand, qui en plus est concurrencé sur les mers et qui réclamait leur part dans les colonies, ne devienne pas la puissance fondamentale. Donc ça, c'est une vieille affaire anglaise qu'il n'y a pas à critiquer, c'est un fait. Hein. Nous, on a toujours eu, comme Français, des alliances d'équilibre à l'Est pour contrebalancer la puissance allemande. Les Anglais ont toujours eu cette obsession de la balance of power, isolés qu'ils étaient sur leur île, ils ne voulaient pas qu'une puissance continentale, dont Napoléon avait été le pire avatar pour eux, puisse les concurrencer. Mais s'ajoute autre chose, et derrière il y a Wall Street et tout le pouvoir financier américain, c'est l'idée que, je vous ai parlé de la puissance contributive de l'Allemagne, qui était encore assez considérable, eh bien, pourquoi ne pas l'utiliser au lieu de lui faire rembourser les fameux dommages de guerre, pourquoi ne pas utiliser cet argent allemand à acheter des produits anglo-saxons? En fait, faire de l'Allemagne le principal client des puissances anglo-saxonnes. Et à partir de ce moment-là, quand vous avez la rencontre entre la vieille manie britannique de la balance of power et des intérêts financiers qui se disent « mais cette Allemagne vaincue, elle va être un formidable client, on va l'aider à se relever », entre parenthèses, c'est ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est également une constante. Le plan Marshall, c'était essentiellement pour l'Allemagne, je ferme la parenthèse. Eh bien, cette mécanique, qui est non seulement inamicale, mais dangereuse, va devenir mortifère à partir du moment où un certain Adolf Hitler va arriver au pouvoir. Car rien, à ce moment-là, ne va s'arrêter, et même ça va s'amplifier. Donc ce qui était un désagrément va devenir un danger de mort pour la France. Je vais parler de deux raisons, une raison anglaise et une raison anglo-saxonne. Il y en a une troisième, alors là, qui est typiquement commune, c'est un moteur idéologique qui est commun entre les Britanniques et les Allemands, et c'est une certaine idéologie raciste. Je n'ai pas à rentrer dans les détails concernant le côté foncièrement raciste du pangermanisme allemand. Hein, le fait de réunir sous le même toit des gens de la même race, c'est foncièrement raciste. Donc ça, je pense que tout le monde est convaincu ici que le pangermanisme contenait en lui des éléments purement racistes. Mais côté anglais, il y a l'idéologie de l'Empire et de la vocation des Britanniques, des Anglo-Saxons, à dominer les peuples, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, sous-développés. Et ça remonte très loin. On peut même faire plonger les racines de cette idéologie chez un homme comme Darwin, hein, le droit des plus forts, etc., la spécialisation des espèces, ben les plus forts doivent dominer les plus faibles. Puis vous avez eu la déclinaison sociale de ça, qui a été le Spencerisme. Spencer était
disciple de Darwin, qui a appliqué ces théories d'un point de vue sociologique. Quand vous lisez Kipling, par exemple, Le fardeau de l'homme blanc, vous êtes frappé face à des choses qui seraient aujourd'hui taxées de foncièrement racistes. D'ailleurs, je crois même qu'on ne l'étudie plus en Angleterre à cause de ça. Donc ça existait avant la guerre de 14. Et puis en Allemagne, ça existait aussi, pour d'autres raisons que j'ai dites, qui était le pangermanisme. Quand vous savez que l'un des principaux inspirateurs d'Adolf Hitler était un Anglais qui s'appelait Houston Stewart Chamberlain. Chamberlain, rien à voir avec celui des accords de Munich. Ils sont très vaguement cousins, mais je crois qu'ils ne se sont même jamais rencontrés, donc peu importe. Mais cet Anglais avait inspiré Hitler. Hitler disait qu'il y avait deux évangélistes du nazisme, c'était Dietrich Eckart, purement allemand, et Houston Chamberlain. Houston Chamberlain, né britannique, qui écrit à la fin du XIXe siècle vraiment l'évangile anglais du racisme qui s'appelle « Les racines du XIXe siècle », qui prône la domination de toutes les races inférieures, là encore entre guillemets, par les anglo-saxons et les nordiques en général, qui aime tellement l'Allemagne, qui se fait naturaliser allemand avant la guerre de 14, et qui épouse la fille de Wagner. Le tableau est complet. Et quand vous savez que cet homme-là est un des idéologues préférés d'Hitler, vous comprenez beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas avant la guerre de 14 ? Car tous les ingrédients étaient là. Ça ne fonctionne pas parce que l'empire de Guillaume II était farouchement opposé à l'Angleterre. Guillaume II qui était, ne l'oubliez pas, le petit-fils de la reine Victoria. On reviendra sur les origines allemandes de la dynastie britannique, mais c'est très important de le savoir. Donc ils étaient concurrents, ça ne pouvait pas fonctionner. Mais dès lors que l'Allemagne étant vaincue, qu'émerge un certain Hitler, qui pour la première fois, c'est le premier homme politique allemand, qui reconnaît aux Anglais non seulement la légitimité de leur domination outre-mer, mais en plus qui dit, et la vocation de l'Allemagne, si l'Empire britannique est attaqué, c'est de la défendre. Mais c'est du baume au cœur de la classe politique britannique, du baume au cœur. Et quand vous ajoutez, et ça c'est la quatrième composante, la fascination profonde qu'Hitler a pour les Anglais, dans ses propos de table, ses libres propos, ils ont été traduits après la guerre comme propos de table, et puis ils ont été réédités dans une version plus scientifique qui s'appelle les libres propos politiques. Il dit à un moment donné cette phrase extraordinaire. Il est dans son bunker, l'Allemagne est assiégée, c'est la fin, et il regrette de ne pas avoir fait cette alliance avec l'Angleterre. Il en veut surtout à Churchill d'avoir été celui qui l'a empêché, et il dit « mais finalement les Britanniques auraient fait de meilleurs nazis que nous ». Ça va très très loin. Bon. Et cette fascination, c'est un moteur supplémentaire. Et évidemment, tous les éléments de ce pulse, ils vont se réunir quand Hitler prend le pouvoir en 1933. J'ajoute qu'entre les deux guerres, et notamment dans les années 20, avant même qu'on parle d'Hitler, il y avait beaucoup de francophobie en Angleterre. Pour ce livre, j'ai vraiment compulsé beaucoup de presse britannique dont j'avais entendu parler quand j'avais fait mon premier livre sur les entretiens d'Hitler dans la presse anglaise. Mais là, je suis allé plus loin et j'ai découvert des choses stupéfiantes. Un homme comme Henry George Wells. Wells, vous savez, l'auteur du science-fiction qui a fait la guerre des mondes, qui a fait La machine à remonter le temps, etc., qui est connu comme un grand auteur de science-fiction, qui a donné d'ailleurs naissance à beaucoup de films d'Hollywood, était un francophobe qu'on a peine à imaginer. Dans le Times, en 1926, 27, 28, il fait une chronique hebdomadaire. Et une semaine sur deux, c'est contre la France. Il explique que la France a trop d'avions, que la France a trop de sous-marins, que la France veut reconstituer l'empire de Napoléon et veut attaquer la Grande-Bretagne. Il y a un poète un peu oublié aujourd'hui qui s'appelait Blunt, mais qui était très célèbre en Grande-Bretagne,
qui était dans le genre poétique un peu l'équivalent, vous savez, de ces auteurs pacifistes de l'entre-deux-guerres français, il y en a eu plusieurs, donc il était plutôt pacifiste. La Première Guerre mondiale l'avait convaincu qu'il ne fallait plus jamais toucher à un fusil, que tous les hommes étaient frères, mais il écrit « Si je devais reprendre les armes, une fois, je le ferais, ça serait contre les Français ». C'est tout à fait incroyable. Et donc, ce terreau, il va être fertilisé par Adolf Hitler. Quand Hitler arrive au pouvoir, les Britanniques vont commencer par convaincre les Français de ne plus réclamer de réparation. Ils leur expliquent ils leur disent qu'il faut payer les dettes à eux-mêmes et aux Américains, mais les réparations que leur versent les Allemands, il faudrait s'en passer parce que c'est contraire à la paix de l'Europe. Alors les Français cèdent, et vous avez plusieurs conférences comme ça à partir de 1928 jusqu'en 1933, où les réparations baissent de plus en plus, et puis finalement elles finissent par ne plus exister, puis la crise financière de 29 aidant, on les oublie. Et puis les Anglais vont aller beaucoup plus loin, en 1935, en faisant, mais vraiment dans le dos des Français, un pacte naval avec les Anglais, le traité naval anglo-allemand de 1935, que les Français, et notamment le président du Conseil de l'époque, qui est Pierre Laval, qui est à la fois président du Conseil et ministre des Affaires étrangères, va apprendre par la presse. Il va apprendre par la presse que les Anglais et les Allemands font un pacte, concluent un pacte pour que la flotte britannique puisse équivaloir à 60% de la flotte anglaise. Alors que suivant les clauses du traité de Versailles, l'Allemagne devait avoir une armée de 100 000 hommes et une flotte, je crois d'un demi-million de tonnes. Bon, enfin, c'est donc très peu. Et la France apprend ça comme ça. En 1936, Hitler déchire les dernières clauses du traité de Versailles en remilitarisant la Rhénanie, la fameuse rive gauche du Rhin que les Anglais, je vous le disais il y a un instant, ont refusé de garantir dès 1918. Et le président du Conseil de l'époque, qui s'appelle Albert Sarraut, c'est un radical, parle à la radio, c'est un des premiers discours de chef du gouvernement français à la radio, et dit d'une voix solennelle « Nous ne laisserons pas Strasbourg sous le feu des canons allemands ». Alors on s'imagine que l'armée française va évidemment chasser les troupes allemandes qui sont rentrées dans la zone démilitarisée. Mais pas du tout, on ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que Anthony Eden, qui sera ensuite un ministre de Churchill très hostile à l'apaisement, mais qui à l'époque est à la pointe de l'apaisement, prend l'avion, arrive à Paris et dit à Sarraut « Non, c'est pas comme ça que ça va se passer, il faut laisser les Allemands récupérer ce qui est à eux ». Bon, il se trouve ensuite que Sarraut est renversé, c'est la Troisième République que vous connaissez, avec des vacances de gouvernement qui peuvent durer entre quelques jours et quelques semaines. Bon, et tout ça est oublié. Mais les Anglais interviennent pour que nous n'intervenions pas contre les Allemands. Or, tout le monde sait aujourd'hui, on le savait déjà à l'époque, mais on le sait maintenant, et notamment par les mémoires d'anciens proches d'Hitler. Hitler a dit à tous ses proches à ce moment-là, c'est l'expression même qu'il emploie, dans la nuit du 7 au 8 mars 1936, je n'ai pas eu un poil de sec. Parce qu'il s'imaginait que si les Français, qui avaient la première armée du monde à l'époque, intervenaient en Rhénanie, ils étaient à Berlin en 4 jours. Donc cette occasion, qui certainement a été la pire des occasions manquées, c'est-à-dire que si on était entré à Berlin, on renversait Hitler, on n'en parlait plus, il n'y avait plus de Deuxième Guerre mondiale. Bon. Eh bien, cette occasion, c'est à cause des Anglais qu'elle a été manquée. Donc, c'est une politique qui est extrêmement dangereuse et qui va continuer jusqu'en 1939, très exactement jusqu'au 15 mars 1939, puisque vous avez, après
la remilitarisation de la Rhénanie, vous avez le rétablissement du service militaire obligatoire en Allemagne, on ne bouge pas, alors qu'il était interdit par le traité de Versailles. Vous avez l'Anschluss, c'est-à-dire l'absorption de l'Autriche dans le Reich, puis vous avez surtout, essentiellement Munich, en septembre 1937, où on cède à Hitler le nord de la Tchécoslovaquie, parce que cette région, dite des Sudètes, le massif des Sudètes, qui était un rempart naturel contre une invasion allemande, est peuplée d'Allemands. Et donc Hitler le revendique. Et les Anglais disent, c'est normal, il est normal que Hitler récupère la population qui est la sienne. L'ennui, c'est que non seulement c'est un rempart qui va tomber si Hitler veut le reste de la Tchécoslovaquie, mais c'est surtout un endroit stratégique pour la France parce que nous avons les meilleures usines de métallurgie et notamment de fabrication d'armement qui nous appartiennent à l'époque, qui appartiennent à Schneider et qui s'appellent les usines Skoda. C'est un coup très grave géopolitique, mais également économique pour la France. Et les Anglais nous poussent à l'abandonner. Alors cela dit, la famille Schneider fait de bonnes affaires parce qu'ils le vendent aux Allemands à très bon prix. Ça, c'est une autre affaire. Donc cette politique, elle va continuer jusqu'en 1939. En Angleterre, même, il y a des gens qui sont encore plus favorables que les hommes politiques britanniques pour faire une véritable alliance avec l'Allemagne. Les gens dont j'ai parlé, on les appelle les apaiseurs, en anglais les appeaseurs, c'est-à-dire des gens qui sont pour faire des concessions pour avoir la paix. Et puis si on s'arrange sur le dos de la France, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que Adolf Hitler ne touche pas à l'Empire britannique. Mais ce ne sont pas tous des nazis. Je pense même que quelqu'un comme Chamberlain, je fais dans mon livre un portrait très nuancé de Chamberlain. Je pense que Chamberlain était un type honnête, un peu comme Daladier en France. Il pensait gagner du temps. Il pensait endormir un peu Hitler, et puis pendant le temps que nous gagnions, on produisait des avions, on produisait des chars, et on se préparait pour l'affrontement. C'est le côté, je dirais, moins antipathique de certains Munichois. Il y avait des gens qui étaient sincères. Ils se trompaient totalement, évidemment, parce qu'ils n'avaient pas pris la mesure de la puissance qu'ils avaient en face d'eux, mais ils peuvent être excusés. Mais en Angleterre, il y a ces gens-là qui s'appellent Chamberlain, qui s'appellent Baldwin, son prédécesseur, qui s'appelle MacDonald, son prédécesseur d'avant encore. Mais il y a aussi des gens qui ont vraiment l'idéologie du Chamberlain dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le Chamberlain pré-nazi. Et notamment, il y en a un, c'est très important, qui en 1932 crée la BUF, British Union Fascist, qui s'appelle Oswald Mosley et qui va avoir un rôle délétère. Oswald Mosley est un aristocrate, très ancienne famille britannique, qui descend des Normands. Et en plus, ce n'est pas un noble désargenté comme beaucoup d'aristocrates anglais, c'est un noble très riche. Il est très riche. Et il paye ses campagnes électorales lui-même, et il est d'abord adhérent au Parti travailliste. C'est un travailliste au départ. Et il est même à 2 doigts sur un programme d'alliance avec l'Allemagne, entendez-moi bien, à 2 doigts en 1931 de prendre le Parti travailliste, d'en devenir le secrétaire général. Il a été ministre du Travail, on dirait des affaires sociales, dans le dernier gouvernement MacDonald en 1927-28. Enfin, c'est donc un homme, certes d'origine aristocratique, mais réputé de gauche. Et il est pour l'alliance avec l'Allemagne. Et quand il rate la présidence, enfin le secrétariat général plus exactement du Parti travailliste, il quitte le Parti travailliste et il crée un parti fasciste. Alors qui n'est pas encore un parti nazi, qui est un parti fasciste, qui est calqué sur les idées de Mussolini, corporatisme, État très fort, politique sociale, certes. Il n'est pas encore antisémite, il va le devenir frénétiquement, mais il n'est pas encore. Et donc il vient du Parti travailliste. C'est vous dire combien
cette idée d'une alliance avec l'Allemagne, grâce à laquelle les Britanniques pouvaient conserver l'Empire, était ancrée dans la conscience et l'inconscient de la classe politique britannique. Donc Mosley devient un auxiliaire de Mussolini. Il va se présenter à toutes les élections. Il ne sera jamais élu pour une raison très simple. Il fera beaucoup de voix, 15, 20, 25%, mais il ne sera jamais élu parce qu'il y a en Grande-Bretagne, comme vous le savez, un scrutin uninominal à un tour. C'est-à-dire que pour être élu, il faut faire 50,1%. Enfin, 50% plus une voix. Donc évidemment, pour un parti qui fait entre 15 et 20, ce n'est pas suffisant. Mais il va avoir une influence terrible parce que comme c'est un aristocrate, il a des cousins, des frères et des belles-sœurs dans toutes les strates de la politique britannique, sa voix est très écoutée. Sa voix est très écoutée. Il a notamment, il va épouser une femme dont vous connaissez sûrement le nom, qui s'appelle Mitford. Son vrai nom, c'est Riddlesdale Mitford. Diana, qui est la fille d'un grand propriétaire terrien anglais, Lord Riddlesdale Mitford, et cette jeune femme qui est très belle, Diana, quand vous voyez ses photos, elle est absolument superbe, et elle est une nationale-socialiste convaincue. Et elle va le pousser des bras de Mussolini, qu'elle trouve trop tiède, vers ceux d'Hitler. Car elle a une sœur, que vous connaissez alors là encore plus, qui s'appelle qui s'appelle Unity, dont il y a eu beaucoup de documentaires sur elle, etc. On l'appelait la Hitler Girl, qui, elle, fait le voyage en Allemagne à peu près 3 fois par an, et proche de la plupart des hiérarques du parti nazi, et va vraisemblablement, on n'y était pas, on n'en est pas sûr, mais vraisemblablement devenir la maîtresse d'Hitler. Et encadrée par sa femme, Diana, et par sa belle-sœur, Unity, Oswald Mosley va devenir le turiféraire numéro 1 de l'Allemagne nazie. Pour la petite histoire, et pour vous dire l'ampleur de l'engagement de Diana, oui, mais surtout de Unity Mitford, Unity Mitford passe son temps à voyager entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Elle est en Allemagne le 1er septembre 1939, c'est-à-dire quand Hitler entre en Pologne. 3 jours plus tard, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne. Et que fait Unity Mitford? Elle va au jardin anglais de Munich, elle sort le petit revolver à crosse de Dacre que lui avait offert Adolf Hitler et se tire une balle dans la tête, parce qu'elle ne voulait pas que les 2 grandes puissances nordiques s'entretuent. Elle se rate. Hitler l'a fait transférer en Suisse, qui était neutre, et elle est rapatriée quelques mois plus tard en Grande-Bretagne. Elle restera très handicapée, elle mourra en 1948. C'est vous dire l'ampleur des liens qui existaient. Il y a un très beau film que vous avez sûrement vu, qui s'appelle « Les vestiges du jour » de James Ivory, et qui raconte très bien ce tropisme pro-allemand et pro-nazi d'une certaine aristocratie britannique. Et le personnage du film, qui a un faux nom, je ne connais plus son nom dans le film, je l'ai oublié, mais en fait, il a existé, et c'était Lord Londonderry, qui était le ministre de l'air de MacDonald, et qui était vraiment au cœur d'un complot anglo-nazi. Et puis, évidemment, vous avez l'affaire Édouard VIII par laquelle j'ai commencé, mais je n'ai pas insisté d'emblée parce que je veux vraiment que vous compreniez que c'est la face émergée de l'iceberg. Édouard VIII, s'il était resté au pouvoir, et si Hitler avait envahi l'Angleterre, ça serait devenu Philippe Pétain, Pierre Laval, ce que vous voulez. Ça aurait été un super collabo. Mais dans la mesure où les choses ne sont pas passées comme ça, c'est plus une affaire, je dirais, people, spectaculaire. Bon. Mais néanmoins, s'il a dû abdiquer, c'est moins pour ses affaires matrimoniales,
Vous savez pourquoi il abdique, hein, le gouverneur Baldwin, qui prend le conseil de l'Église d'Angleterre, dit qu'il ne peut pas se marier avec une femme qui a été 2 fois divorcée. Donc le roi, on lui met les choses en main et il préfère abdiquer plutôt que de répudier la femme qu'il aime. Ça, c'est l'histoire officielle. C'est une part importante, ça a existé. Mais les vraies raisons de l'affaire Édouard VIII, ce n'est pas celle-là. C'est que George V, son père, qui meurt en 1936, dès 1935, s'inquiète énormément des fréquentations de son fils. Il s'en inquiète pour des raisons pécuniaires. Vous savez que le prince de Galles, parce qu'il était prince de Galles à l'époque, c'était l'aîné de George V, hein, prince de Galles, il a une liste civile, il peut dépenser beaucoup d'argent, infiniment d'argent, et il le dépense plus ou moins vite. Mais lui, au bout de 6 mois, il n'y avait plus rien. Donc George V était inquiet, donc il convoque le Premier ministre. Il n'a pas d'instruction à donner au Premier ministre, mais il lui dit, c'est très anglais, écoutez, si vous pouviez me demander l'autorisation d'enquêter sur mon fils, je vous la donnerai. Alors Baldwin, évidemment, va lui demander l'autorisation. Le roi va la donner et le prince de Galles, le futur Édouard VIII, qui s'appelle en fait David, tout le monde appelle David, va être suivi, va être mis sur écoute par la Special Branch de Scotland Yard, et on va s'apercevoir qu'il dépense tout son argent avec une nommée Wallis Simpson, 2 fois divorcée, ce qui n'est pas bien, certes, mais il y a bien pire que ça. C'est que cette femme est l'amie de tous les dignitaires nazis en poste en Grande-Bretagne, et notamment du principal, qui n'est autre que l'ambassadeur d'Allemagne à Londres, et qui est Joachim von Ribbentrop, qui deviendra en 1937 ministre des Affaires étrangères d'Hitler. Et puis en allant encore plus loin, on se rend compte que quand elle était avec son 2e mari, en Chine, dans les années 20, elle était la maîtresse, le mari était très complaisant, elle était la maîtresse de Galeazzo Ciano, le gendre de Mussolini, qui va lui devenir ministre des Affaires étrangères de Mussolini. Et puis Scotland Yard se rend compte que, on dirait aujourd'hui qu'elle est en colocation. Alors c'est un hôtel particulier, hein, c'est pas une petite coloc de province. Elle est en colocation avec la princesse de Hohenlohe. La princesse de Hohenlohe est fichée par les services britanniques comme un espion patenté. Elle a failli être arrêtée plusieurs fois d'ailleurs. On ne l'a pas arrêtée parce qu'il y a eu des interventions très haut placées venues d'Allemagne. Et puis surtout, il y a eu une intervention d'un homme qui s'appelait Lord Rothermere, qui était ce qu'on appelait le Press Lord, qui était le propriétaire des journaux à plus gros tirage de Grande-Bretagne, à part le Times. Il avait le Daily Mirror, le Daily Mail et une flopée de journaux de province, et la presse britannique qui tire encore beaucoup, mais je vous prie de croire qu'à l'époque, c'était des millions et des millions d'exemplaires. Et donc, elle était l'employée de ce Rothermere, de ce press lord, qui disait « Mais en fait, je la paye pour qu'elle me renseigne sur l'Allemagne, parce que c'est une très vieille famille allemande, elle connaît tout le monde, etc. Et donc, c'est important que mes journaux soient un peu renseignés de la mentalité en Allemagne. » Donc, on ne l'a pas mise en prison. Elle va y échapper de très peu. Elle va être exfiltrée vers les États-Unis en 1939. Mais c'est elle qui, en fait, cohabitait, enfin, ils habitaient le même hôtel particulier, dans le quartier de Mayfair avec Wallis Simpson. Et Wallis Simpson recevait Ribbentrop, et le lendemain ou le soir, elle recevait le prince de Galles. Bon. Donc, vous voyez bien que cette affaire matrimoniale, à laquelle on a mêlé la religion, est assez secondaire. Hein. L'Église d'Angleterre, elle a été créée, il ne faut quand même pas l'oublier, pour pouvoir faire divorcer Henri VIII. Donc, ne croyons pas trop l'histoire officielle. Si George V et le Premier ministre Baldwin s'est opposé à ce mariage, c'est parce qu'il savait que c'était dangereux pour la sécurité de Grande-Bretagne. Alors, quand George V meurt, il lui succède, mais il n'est pas couronné, puisqu'il
Il fallait pour ça qu'il se marie, et donc il n'a pas été couronné, il a régné 9 mois. L'expérience a été absolument catastrophique, mais plus que catastrophique. C'est-à-dire que, vous savez, si vous avez vu la série The Crown, qui est une très très belle série, vous savez que le roi, puis la reine, et aujourd'hui à nouveau le roi, toutes les semaines on leur donne les fameuses boîtes rouges dans lesquelles il y a des informations qu'ils doivent connaître. Et ils doivent signer une sorte de récépissé par lequel ils ont été mis au courant de certaines choses que le gouvernement jugeait utile de leur faire connaître. Donc c'est toujours porté dans le bureau personnel du roi à Buckingham ou à Balmoral, c'est à Balmoral. Mais deux personnes les voient. Le Premier ministre qui la porte, son secrétaire, le secrétaire du roi, et le roi ou la reine elle-même. Et là, Édouard VIII emporte ses boîtes rouges, oublie de les rendre pendant une semaine. Et il ne s'installe pas à Buckingham, il s'installe dans un pavillon qui était son quartier général quand il était prince de Galles, au fond du parc de Windsor, on l'appelle le Belvédère, et il oublie de les rendre. Et puis quand il les rend, elles sont tachées, il y a des taches d'alcool, de cocktails divers, puis il y a des papiers qui manquent. Alors Scotland Yard enquête, et puis on s'aperçoit qu'en réalité, il reçoit tous les week-ends à peu près 100 ou 200 personnes, dont pas la moitié sont connues par les services secrets britanniques. Donc il faut vraiment mettre un terme à tout ça. Et c'est ce qui va se passer quand il y aura un nom formel de l'Église de Grande-Bretagne à son mariage avec Wallis. Voilà. Alors ça, c'est très important. Enfin, ça aurait été très important si Hitler ou avait fait la paix avec l'Angleterre ou l'avait envahi. Car au cas où il aurait envahi, il faut savoir, et ça on le sait maintenant par les mémoires de Walter Schellenberg, qui était le numéro 2 des services de renseignement de la SS, les Allemands avaient mis 50 millions de livres ou de marques, ça dépend des sources. Les sources britanniques disent 50 millions de marques, les Anglais disent 50 millions de livres. Franchement, en tout cas, une somme considérable avait été mise en Suisse pour le faire patienter. Et Hitler lui avait promis que s'il envahissait l'Angleterre, il le remettait sur le trône, il chassait les Windsor, il le remettait sur le trône, et il avait la possibilité de faire la réforme constitutionnelle qu'il voulait pour avoir tout le pouvoir. Donc ça va quand même très loin. C'est vraiment de la haute trahison. C'est de la haute trahison. Mais ça ne s'est pas passé. Donc c'est pour ça que dans mon livre, je parle beaucoup d'Édouard VIII parce que c'est spectaculaire, c'est même assez croustillant souvent, mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est la complicité d'une grande partie de la classe politique britannique avec les nazis. J'en viens à la fin parce que l'heure tourne, et avant de répondre à vos questions, il y a vraiment quelqu'un auquel je rends hommage à chaque page, ou presque, et auquel je tiens ici, là et maintenant à rendre hommage, c'est Winston Churchill. Parce que Churchill était, en fait, c'était lui l'anomalie dans ce bestiaire politique britannique. C'était vraiment lui l'anomalie. L'anomalie, c'était pas Chamberlain, c'était pas Lord Halifax, c'était pas même Édouard VIII, c'était pas la noblesse anglaise que vous voyez dans les vestiges du jour. L'anomalie, c'était Churchill, car c'est la Cassandre de la classe politique britannique dès la fin des années 20. Vous savez que Churchill est ministre. Dans les années 20, il est ministre des colonies, ministre de l'Intérieur et surtout chancelier de l'Échiquier, ministre des Finances. Bon, c'est très important. Eh bien, il fait fi de la solidarité gouvernementale. Bien souvent, il monte à la tribune et il dit « Mon gouvernement suit une mauvaise route en abandonnant la France face à l'Allemagne. » Donc c'est vraiment quelqu'un qui, dès ce moment-là, se rend compte du caractère suicidaire que mène son propre pays. Et d'ailleurs, quand il va voir les hommes politiques français, les Georges Bonnet, les Paul Reynaud, les Édouard Daladier, etc., Albert Sarraut dont on a parlé, il leur dit « Mais pourquoi est-ce que vous vous couchez devant ce que vous dit le gouvernement britannique ? Vous creusez votre propre tombe. Nous creusons d'ailleurs, en tant qu'Européens, notre propre tombe.
car nous donnons les clés de l'Europe à l'Allemagne. Donc Churchill, jusqu'à Munich, tout le monde se fiche littéralement de ce qu'il dit. On se moque de lui, on sait qu'il boit trop, on sait qu'il joue, on sait qu'il a une vie dissolue. Et donc c'est un peu le clown de la politique britannique, mais à partir de Munich. Et à partir de l'invasion de la Tchécoslovaquie, on se rend compte que c'est l'homme qui a eu raison avant tout le monde, et qui dit au début des années 20 ce qui se passe à la fin des années 30. Donc un prestige absolument considérable. Et c'est si vrai, que Chamberlain lui-même, qui a été d'une grande naïveté, le 1er septembre 1939, quand Hitler envahit la Pologne, appelle Churchill au gouvernement comme l'ordre de l'amirauté. Parce qu'il sait que si quelqu'un peut résister à Hitler parce qu'il a tout compris, c'est lui et pas un autre. Mais tout n'est pas réglé pour autant pour Churchill. Car lorsqu'il prend le pouvoir, comme je vous l'ai dit, donc le 10 mai 40, d'abord il est consterné par ce qu'il découvre. Consterné. Il arrive en France, son premier voyage, et ce qui est tout de même assez dangereux, parce qu'il arrive le 10 mai, les Allemands ont commencé la guerre, l'armée française est bousculée en Belgique et en Hollande, il prend l'avion, il arrive à Paris, il voit Paul Reynaud, et Paul Reynaud lui dit, le matin même, déjà quand il arrive à Paris, on brûle les archives du ministère des Affaires étrangères. Dans la cour du Quai d'Orsay, on brûle les archives parce qu'on s'attend à ce que les Allemands soient là. Et Paul Reynaud lui dit, les Allemands arrivent. Et Churchill lui dit, mais non, on va les arrêter, on va faire ce qu'on peut, etc., etc. Et puis 2 minutes après, 10 minutes après, de leur premier entretien, au matin du 15 mai 1940, Reynaud dit à Churchill, finalement non, bizarrement, ils ne vont pas foncer vers Paris, il y a une deuxième offensive qui vient de l'Est, ils foncent vers la mer. Et Churchill lui dit, mais c'est pire, parce que ça veut dire qu'ils vont coincer le corps expéditionnaire anglais, quand même 400 000 hommes, l'essentiel de l'armée anglaise, qui est une armée de métier à l'époque. Donc 400 000 hommes, quand ce n'est pas des conscrits, c'est énorme. Bon. Et à peu près 1 million de soldats français qui sont remontés à la rencontre de l'armée allemande en Belgique. Et il lui dit, mais c'est pire, parce que nous allons être coupés de nos arrières, et nous allons être exterminés. Donc il faut vraiment réagir. Et il se trouve qu'on a un chef d'état-major qui s'appelle le général Gamelin, dont la première réaction quand on lui a dit qu'il y avait une percée à Sedan a été de pleurer. Donc c'est vous dire combien l'armée française était bien dirigée. Et là se met en place le grand piège d'Hitler. Le grand piège d'Hitler qui consiste à bloquer, certes l'armée française, mais surtout les Britanniques, d'eau à la mer à Dunkerque. L'encerclement à Dunkerque, il est effectif le 24 mai. Ils attaquent le 10 mai, le 24 mai, le gros de l'armée française et le corps expéditionnaire britannique sont coincés d'eau à la mer. Et qu'est-ce que fait Hitler à ce moment-là? Ça, c'est tout à fait machiavélique. Il dit à ses troupes de s'arrêter. Il donne l'ordre à ses troupes de s'arrêter. Et via l'Italie, qui est encore neutre à l'époque, qui ne rentrera en guerre que le 10 juin suivant, ils attendaient que ça soit bien réglé, que la France soit bien par terre pour rentrer en guerre, et via les Suédois, qui sont neutres, il fait passer des propositions de paix. Et il dit aux Anglais, allez, on arrête les frais, le corps expéditionnaire, j'ai les moyens de l'exterminer sur place, je ne le ferai pas si vous signez la paix. Et si vous signez la paix, vous n'y trouverez que des avantages, je me porte garant de l'Empire britannique, et même je vous défendrai contre les Français. Ça va très loin. Et quand Churchill se trouve, le lendemain de ces propositions de paix, confronté à son Conseil des ministres, la majorité est pour suivre les propositions d'Hitler, pour donner quitus à Hitler. Et là, il y a 2 coups de poker absolument formidables. Le coup de poker d'Hitler, qui dit je vais les forcer. Il a une très jolie phrase, il dit « je vais faire la paix sur le sable de Dunkerque ». Et Churchill est coincé, et l'autre coup de poker, c'est celui qu'il va tenter et qu'il va réussir. Il ne dit pas non tout de suite à Halifax, à tous les partisans de la paix. Il dit
écoutez, on va rembarquer, on va essayer. Si on ne peut pas, on verra. Il dit, non, on verra, mais rembarquons, et puis on en reparle après. Et là, évidemment, il prend un risque énorme, parce que les Allemands peuvent reprendre l'offensive du jour au lendemain. Or, Hitler, aux grandes dames de ses généraux, qu'il considère comme un dieu de la guerre, c'est vrai qu'il a tout réussi jusqu'à maintenant, ne comprennent pas pourquoi il s'arrête. Mais pourquoi il s'arrête? Parce qu'il veut faire la paix avec les Anglais. Et les Anglais vont profiter de ce répit machiavélique pour être encore plus machiavéliques et pour rembarquer. Et donc, la Wehrmacht étant stoppée, c'est l'aviation qui va bombarder le corps expéditionnaire anglais, qui va faire beaucoup de morts, beaucoup de dégâts, mais enfin, qui ne va pas l'empêcher. L'opération Dynamo, c'est une opération extraordinaire parce que vous avez toute la flotte anglaise disponible, vous avez la flotte marchande, vous avez la flotte de plaisance, vous avez des milliers de petits yachts de présence qui vont traverser la Manche pour les récupérer, les soldats qui sont sur la place de Dunkerque. Et ça va réussir. Et quand ce corps expéditionnaire va revenir couvert de gloire en Angleterre, là, Churchill aura renversé la vapeur au sein du comité de guerre, car il aura réussi à sauver l'armée britannique sans donner quitus aux propositions d'Hitler. Et là où Churchill est tout à fait extraordinaire, c'est qu'il va se lancer dans une opération d'intimidation vis-à-vis de Lord Halifax, qui est son ministre des Affaires étrangères et qui, lui, est en contact avec les Allemands via les Italiens et via les Suédois et qui ne rêve que d'une chose, c'est 1, de faire la paix et 2, de succéder à Churchill. Qu'est-ce que fait Churchill? Il fait arrêter 3000 membres du parti fasciste britannique, dont son patron créateur Mosley, sa femme, Diana, qui se trouve être d'ailleurs une cousine de Lady Clementine, la femme de Churchill. Donc ils sont plutôt bien traités, ils sont mis en résidence surveillée, mais enfin, ils sont arrêtés. Et il dit, mais de toute façon, tous les gens qui sont pour la paix avec Hitler sont considérés pour moi comme des traîtres à la patrie. Et là, c'est au tour d'Halifax d'être extrêmement gêné, parce qu'il sait que Churchill sait. Il sait que Churchill sait qu'il est en contact avec les Allemands. Il sait, puisqu'il l'a dit en comité de guerre, qu'il était partisan d'une paix séparée. Et donc il est obligé de se rallier, faute de quoi Churchill a entre les mains, de quoi l'éliminer définitivement. Et il va réussir son pari, mais de façon vraiment sur le fil. Et je termine par où j'ai commencé, c'est tout le sujet des Heures sombres, ce film magnifique avec Gary Oldman dans le rôle de Churchill, mais je le répète qu'on ne comprend pas si on n'avait pas à l'origine tout le background que j'ai essayé un peu brièvement de vous décrire et qui commence dès la fin de la Première Guerre mondiale. Merci.